Bien, bonjour. Le titre peut paraître un petit peu compliqué, le sujet en lui-même est compliqué, je pense, mais on va essayer d'y arriver. Je voudrais d'abord commencer par me présenter. Bon, je suis Nouza Guessous, je suis marocaine, je suis biologiste médicale spécialisée en parasitologie et en immunologie, et j'ai travaillé pendant plus de 2 décennies en tant que professeure à la faculté de médecine de Casablanca et au CHU de Casablanca dans le cadre de l'université Hassan II. Parallèlement à cela, je crois que depuis toujours, actuellement, je suis chercheur et consultante en droits humains et en bioéthique. Mais parallèlement à cela, je crois que j'ai toujours été active en matière de droits humains, notamment en tant que membre fondatrice de l'Organisation marocaine des droits de l'homme en 1989, dans laquelle je me suis occupée principalement des droits des femmes et du droit de la santé et le droit à la santé. Bon, du fait de ma profession médicale. Il y a eu 2 événements majeurs, je pense qu'il y a eu 2 tournants majeurs. Le premier a eu lieu en 2000, lorsque j'ai été nommée par le DG de l'UNESCO en tant que membre du Comité international de bioéthique. Bon, la bioéthique, c'est, comme vous le savez tous, c'est une approche pluridisciplinaire qui permet de voir dans quelle mesure est-ce que les principes de droits humains sont appliqués dans tout ce qui est technologie médicale, dans la pratique médicale, c'est le droit des patients, c'est le fameux consentement dont on parle très souvent, et c'est aussi, par exemple, la loi actuellement en cours de discussion pour sa modification, la loi nationale de bioéthique en France. Donc ça a été le premier tournant en 2000, et durant mes 8 années d'action au sein du CIB, les 2 dernières, j'ai présidé le Comité international de bioéthique. Nous avons élaboré 2 déclarations qui ont été adoptées par la conférence générale de l'UNESCO, dont, j'en parle parce que j'y reviendrai, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, qui a été adoptée en 2005 et qui est considérée comme l'équivalent de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en matière de bioéthique. Le deuxième tournant a été en 2001, donc très peu de temps après, où j'ai été nommée membre de la commission chargée de réforme du droit familial au Maroc. Nous avons travaillé pendant 30 mois et cela a abouti à l'élaboration du Code de la famille proclamé en 2004. Donc pourquoi je parle de ces 2 étapes? Parce qu'il y a un parallèle, les droits humains, la problématique des droits humains et la problématique des droits des femmes dans des sociétés en particulier islamiques ou musulmanes, je reviendrai sur la terminologie plus tard, est transversale aussi bien dans l'activité en bioéthique que dans l'activité dans l'élaboration du droit de la famille. Et donc, c'est de ça que je vais parler ultérieurement. À côté de cela, je suis essayiste et j'écris des tribunes dans la presse. Et puis, pour ceux que ça intéresse, j'aime beaucoup la lecture, la marche en plein air et au bord de l'eau. J'aime le yoga et j'aime le chant. Ça, c'est un clin d'œil à la dame qui a présenté la semaine dernière son travail sur la musique. Alors, quelle est l'ambition de ce projet, du projet pour lequel je suis à l'IMERA? Je dis bien l'ambition. L'ambition est celle de croiser mes expériences, de capitaliser mes 2 expériences, celle en matière de droits des femmes et celle en matière de la bioéthique, dans les contextes islamiques musulmans. Je reviens sur cette terminologie. Je crois qu'actuellement, on est de plus en plus unanime à dire qu'on devrait réserver le terme islamique à tout ce qui est pensée, civilisation, dans les contextes musulmans, et réserver le mot musulman à tout ce qui a rapport avec les rituels de la religion musulmane. Donc je vais essayer de m'y tenir, même si, je vous le dis, ce n'est pas toujours évident. Alors, en revenant au croisé ces 2 expériences, ça veut dire qu'il y a une problématique qui est centrale et qui fait le pont entre les 2 expériences, c'est celle des droits et des libertés des femmes. Droits et libertés des femmes, je cite des exemples qui sont actuellement d'actualité au Maroc, par exemple, tels que le droit à l'avortement, c'est actuellement quelque chose qui soulève pas mal de bruit au Maroc, mais c'est aussi le statut au sein de la famille et au sein de la société, et ça concerne aussi bien les droits humains dans leur acceptation économique, socio-culturelle, etc., civique,
que ce qu'on appelle maintenant les droits bioéthiques, c'est-à-dire qui sont considérés comme des droits de 3e génération, pour d'autres, ce sont des droits de 4e génération. Alors, droits et libertés des femmes sont conditionnés par plusieurs choses. D'abord par la culture qui concerne donc les valeurs, les normes et les traditions qui sont en vigueur dans le contexte musulman en question. Les lois qui sont, elles, d'essence religieuse ou séculière, parce que quand je parle de contexte islamique, je mets un S en général, je parle aussi bien de sociétés où la majorité de la population est musulmane, le cas du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, etc., que des sociétés où la population musulmane est une minorité, comme c'est le cas de plusieurs pays en Afrique. Donc, les lois peuvent être soit d'essence religieuse, comme c'est le cas dans la majorité des pays à majorité musulmane, ou elles peuvent être d'origine séculière. Et l'évolution de ces deux aspects qui conditionnent les droits et les libertés des femmes, à savoir la culture d'une part et les lois d'autre part, cette évolution a des temporalités différentes. Parce qu'à côté de l'évolution de la culture, à côté de la culture et à côté des lois, il y a les pratiques des individus et les pratiques sociales qui, elles, évoluent beaucoup plus rapidement que les deux autres, c'est-à-dire que la culture va être la plus lente à évoluer et que les lois vont dépendre des contextes politiques, des choix politiques, etc. Donc, les pratiques devancent les évolutions des lois et encore plus, elles devancent l'évolution des cultures. Et puis, ces droits et libertés des femmes, c'est là où je reviens à mon sujet de travail, sont indiscutablement, de mon point de vue, et c'est ce que je vais essayer de démontrer durant mon séjour ici à l'IMERA, elles sont indiscutablement impactées par les nouvelles biotechnologies médicales, en particulier les biotechnologies de la reproduction. Je reprendrai très souvent ce qualificatif de biotechnologie de la reproduction. Il s'agit aussi bien de la contraception, pour commencer, de l'avortement, donc de la liberté de disposer des corps, de la pilule du lendemain, etc., que des techniques de procréation médicalement assistée qui modifient réellement des tas de choses au niveau de la vie, de la mort et des relations même, des relations individuelles, des relations familiales, comme les relations sociales. Donc c'est à ça que je voudrais dire quelque chose d'extrêmement important. Il me semblait que c'était une reconnaissance de l'importance de ces CBS. Parce que je vais vous dire quelle a été la genèse de l'articulation du thème de ma recherche. Eh bien, la genèse vient du fait que j'ai été invitée par Thierry, que je remercie ici, dans le cadre du contact pour que je vienne passer ce séjour en tant que titulaire de la chaire Averroès. J'ai été invitée le 27 septembre dernier à assister à un des CBS, justement, de la promotion 2018-2019. Et il y avait une présentation qui a été faite par Omar Licandro, dans laquelle il a parlé du fait que les progrès techniques peuvent aboutir à l'obsolescence des anciennes pratiques et des anciennes compétences. Lui, il l'a appliqué à l'économie et au marketing, et il a avancé en parlant de cela la notion de destruction créative en économie. Eh bien, ça a provoqué un déclic. Et en sortant, j'ai dit à Thierry, je crois que j'ai trouvé l'articulation entre la bioéthique, la question des droits des femmes en relation avec tout ce qui est culture, loi, etc., et en relation avec les nouvelles biotechnologies, c'est que je pense que les nouvelles biotechnologies, en particulier de la reproduction, ont déjà démontré dans le monde entier leur capacité à modifier et à générer des faits sociaux. La contraception, la séparation de la sexualité et de la grossesse, les questions de filiation avec les tests ADN, avec toutes les techniques de procréation médicalement assistée, où la notion de parentalité a été complètement chamboulée, puisque le même enfant peut avoir plusieurs parents, le parent biologique, jusqu'aux questions, par exemple, de GPA, de gestation pour autrui, etc., etc. Donc, je pense qu'on peut avancer l'hypothèse qu'avec l'accès dans les pays à majorité musulmane, et encore plus dans les pays où les musulmans constituent une minorité, l'accès des femmes à l'éducation et à l'autonomisation économique
hein. Face à cet accès, la question que je pose, c'est dans quelle mesure est-ce que ces nouvelles technologies biomédicales, en particulier de reproduction, qui existent dans les pays à majorité musulmane, qui sont pratiquées en partie dans les pays à majorité musulmane, parfois sans réglementation, dans quelle mesure est-ce qu'elles sont capables d'induire ou d'accélérer ce que j'appellerais une obsolescence de la pensée traditionnelle islamique, hein, qui est à la base des règles juridiques en matière de sexualité, de filiation et de droits de l'homme et droits des femmes en général. C'est ça la question, et c'est ça, je voulais rendre hommage au CBS pour dire que c'est de là qu'est venue cette articulation qui me paraît intéressante et avec laquelle j'ai discuté notamment avec Thierry et avec le comité scientifique de l'INERA. Alors, je voudrais parler maintenant des défis. J'avais l'habitude de parler d'enjeux et impact. Je pense que le mot défi est plus important. Le mot défi reflète plus ce que je veux dire. Les défis et les impacts de ces biotechnologies de la reproduction. Dans les pays occidentaux, je pense que les enjeux éthiques sont largement discutés et les impacts juridiques et sociaux de ces technologies de la reproduction sont largement connus, évidents et documentés. Dans les contextes islamiques, où effectivement les musulmans sont majoritaires ou minoritaires, je pense que les biotechnologies ont déjà façonné des choses au niveau des individus et des sociétés, notamment par la contraception. Je voudrais donner un chiffre que j'ai récolté hier. La plupart des pays à majorité musulmane ont un taux de pénétration de la contraception qui dépasse les 50%. Pour une moyenne dans le monde qui est celle de 60%, en sachant que ce titre de 53% dans le monde, par exemple, arabe, est modulé vers le bas par le taux bas de pénétration dans les pays qui sont notamment dans des situations de guerre, telles que la Syrie ou la Libye, où même l'accès à la contraception est quelque chose qui devient difficile. Donc, il y a déjà la contraception qui est venue, qui a énormément changé les choses dans ces pays, et qui a façonné plusieurs choses un petit peu, mais dans des degrés différents à ce qui s'est passé dans les pays occidentaux. Elle a façonné les libertés sexuelles, il y a plus de libertés sexuelles qu'il n'y a actuellement, hein, et il y a aussi des techniques, je vais y revenir, des techniques qui sont utilisées d'une manière qui montre l'importance de croiser les droits des femmes avec les biotechnologies. Je vais vous donner l'exemple de cet acronyme, je sais qu'en français on utilise beaucoup les acronymes, qui est le DGPI. Le DGPI, c'est le diagnostic génétique préimplantatoire. C'est-à-dire que dans le cadre de la procréation médicalement assistée, des techniques de laboratoire, il y a un ovule et des spermatozoïdes qui sont fécondés in vitro, d'accord? Ça donne un embryon, et puis on va sélectionner l'embryon, et en général, cela a été développé pour prévenir des maladies génétiques qui peuvent exister chez l'un ou l'autre des deux partenaires, et qui font que, par exemple, on va sélectionner l'embryon qui est indemne de cette anomalie génétique ou de cette maladie génétique. Eh bien, le diagnostic génétique préimplantatoire sur lequel, en tant que membre du Comité international de bioéthique, nous avions fait un rapport de recommandation aux États membres de l'UNESCO, le comité avait jugé qu'il ne pouvait pas être utilisé pour la sélection du sexe de l'embryon. Et il y avait une unanimité là-dessus. Même si dans les débats, il a été avancé la question d'équilibrage familial, comme si une famille où il n'y a que des filles serait une famille déséquilibrée, ou une famille où il n'y a que des garçons serait une famille déséquilibrée. Eh bien, ce qui se fait, et c'est là où on voit les problèmes éthiques, c'est que le DGPI est utilisé, notamment pour la sélection du sexe, parce qu'il y a des pays qui ne l'interdisent pas. Hein. Il est utilisé pour la sélection du sexe, et devinez de quel est le sexe qu'on va sélectionner. Les filles. Bien entendu, merci. Un de ces jours, eh bien, en particulier dans les contextes islamiques, eh bien, c'est la sélection du sexe masculin, pour une raison purement et strictement subjective, bien entendu, qui a son importance, c'est la filiation, c'est le nom, c'est la transmission du nom, mais il y a une autre raison qui est une raison majeure, c'est une raison économique, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de garçon, l'héritage échappe en partie, hein, à des collatéraux, et donc il y a une dispersion du patrimoine parental lorsqu'ils n'ont pas de garçons. Donc c'est pour vous dire à quel point ces biotechnologies
façonne, et ici en l'occurrence cet exemple est là pour renforcer justement les dérives possibles de ces nouvelles biotechnologies et pour renforcer la culture qui est dominante dans les sociétés islamiques traditionnelles. D'accord ? Donc, ce sont deux exemples, mais ces biotechnologies vont façonner inévitablement les pratiques, les normes, les cultures et même les identités. Donc, l'objectif général de ce travail est d'appréhender les liens multiples et complexes qu'il y a entre ces technologies et les paradigmes de genre dans des contextes musulmans. Alors, je vais revenir à ce qui coiffe aussi l'ensemble, c'est la question de l'histoire, de l'islam et des droits des femmes, d'une part, l'islam et la bioéthique. Vous le savez tous, les dernières années, il y a eu une profusion de travaux académiques sur ce qu'on a appelé l'islam et la modernité, l'islam et les droits de l'homme, l'islam et le pluralisme, l'islam et l'égalité des genres, et bien entendu l'islam et la bioéthique. Le dernier titulaire de la chaire a travaillé sur islam et modernité, si je ne m'abuse, c'est Yad Ben Ashur. Mais à côté de cela, il y a eu des enquêtes de terrain, plusieurs enquêtes de terrain qui ont été menées dans différents contextes islamiques, sur les pratiques en comparaison avec les valeurs des populations de culture islamique, et le tout face aux normes religieuses et juridiques en vigueur. Parce que quand je parle de normes, c'est aussi bien les normes religieuses, qui sont une émanation d'une lecture de l'islam, bien entendu, et les normes juridiques qui sont, elles, qui font théoriquement partie du droit positif. Croiser ces deux approches, donc, aussi bien celle de la théorie, comment construire les droits humains islamiques, ou comment construire, élaborer une bioéthique islamique, ou comment construire une égalité des genres adaptée au contexte islamique, par l'analyse et le contenu des fondements, des normes ou des valeurs qu'elles sous-tendent, d'une part, et d'autre part, par la comparaison de leur évolution avec celle des pratiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pratiques varient beaucoup plus vite que les valeurs ou que la mentalité, relative à la sexualité, l'avortement, la maternité hors mariage, la filiation et les différentes méthodes de procréation médicalement assistée. Je voudrais terminer par quelques questions de recherche qui m'interpellent en contexte musulman contemporain. Et là, encore une fois, je fais référence à un des exposés auxquels j'ai assisté l'année dernière, ici à l'IMERA, qui était celui du professeur Nemeth, qui est professeur de psychologie cognitive et qui travaille sur les automatismes de vie et de pensée. Il avait dit « Old habits die hard ». Les anciennes habitudes et les anciennes croyances sont les plus difficiles à bouger et à changer. Et citer aussi une citation d'Alexandre Adler qui dit « Le choc est toujours douloureux, mais la capacité des sociétés humaines à se comporter dans un même élan sont plus fortes. » Et c'est exactement, je pense, ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Alors la première question serait la suivante. Quelles réponses individuelles et collectives sont élaborées face à ces véritables secousses morales et éthiques qui sont induites par les nouvelles biotechnologies de la reproduction, sur les notions de famille, sur la notion de filiation et sur la notion de vie et de mort. Quand on parle d'avortement, on parle de statut de l'embryon, on parle de qu'est-ce que c'est que la vie, quand est-ce qu'elle commence, etc. Quand on parle de filiation, il se pose la question des enfants nés hors mariage, par exemple, ce qui est un énorme problème encore dans la majorité des pays à majorité musulmane. Et quand on parle de famille, c'est non seulement qu'est-ce que c'est que la famille maintenant, avec les nouvelles technologies de la reproduction, mais aussi quelle est la répartition des rôles et quelle hiérarchie y a-t-il éventuellement au sein de la famille. C'était la première question. La deuxième question concernerait finalement cette réponse qui est élaborée par les sociétés musulmanes, par les musulmans en contexte islamique, est-elle
dominée par une tolérance de ces nouvelles biotechnologies. C'est ce qu'on voit par exemple dans le fait que la majorité des pays à majorité musulmane n'ont pas de réglementation sur les techniques de procréation médicalement assistée. On laisse faire en supposant que le référentiel ou l'idéologie religieuse qui est sous-jacente dans laquelle nous avons tous été éduqués fera qu'on va empêcher un don de sperme de quelqu'un d'autre qui n'est pas le mari, par exemple. Mais rien n'est là pour contrôler ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est une tolérance ou bien est-ce qu'on arrive à une intégration ou encore mieux, à une adaptation cohérente qui serait consensuelle entre les référentiels, je dirais presque scientifiques en l'occurrence, et les référentiels traditionnels? Ou encore, est-ce qu'on ne fait pas simplement un bricolage en juxtaposant côte à côte ces référentiels qui sont parfois contradictoires? Je donnerai un exemple qui vient de mon pays. Dernièrement, alors que le Maroc, depuis 1993, a ratifié la Convention internationale des droits de l'homme de l'UNESCO, eh bien, il y a eu le gouvernement qui est à majorité islamiste, il faut le savoir. Le gouvernement a fait passer, lors du premier conseil du gouvernement après les vacances d'été, un pacte qui vient de l'organisation de la conférence islamique, qui s'appelle Pacte des droits de l'enfant en islam, qui balaye complètement les dispositions de la Convention internationale des droits de l'homme. Donc on voit qu'il peut y avoir une juxtaposition là-dessus. Le deuxième exemple, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir lors de séminaires, c'est tout ce qu'il y a au sein du Code de la famille, le fameux Code de la famille que nous avons, auquel j'ai participé à l'élaboration et qui est maintenant en vigueur depuis 2004. Bon, la troisième question, c'est finalement justement on élabore des instruments islamiques. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du pacte islamique des droits de l'enfant. Il y a des instruments islamiques de droits de l'homme, il y a des instruments islamiques de bioéthique, il y a des instruments islamiques de droits de l'enfant. Eh bien, quelle est leur place? Et ils sont régionaux, bien entendu. Quelle est leur place et quel est leur impact face à, j'utiliserai ici l'expression de Abdou Filali Ansari, face à l'écart insurmontable qui se creuse de plus en plus, en partie grâce à ces nouvelles biotechnologies, entre les référentiels socio-religieux, je groupe là-dedans aussi bien la tradition, la culture que la religion, et ceux de droits humains universels auxquels ces mêmes États, les États à majorité musulmane, peuvent avoir souscrit. C'est le cas du Maroc, par exemple. Quatrième et avant-dernière question, comment, et là je viens à l'articulation entre droit bioéthique et droit des femmes, comment et jusqu'à quel point la promotion des principes bioéthiques universels qui sont proclamés justement dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme que j'ai mentionné au tout début, qui a été passée par l'UNESCO en 2005, votée à l'unanimité, et dans laquelle, évidemment, il y a tous les États musulmans qui sont États membres de l'UNESCO. Donc, il y a un engagement de la part des États membres de l'UNESCO qui sont à majorité musulmane. Comment est-ce que la promotion de ces principes d'égalité, de liberté, d'autonomie, comment est-ce qu'elle pourrait, et est-ce qu'elle pourrait potentialiser justement, donner un coup de pouce à la remise en question des rôles et des rapports entre les femmes et les hommes dans la famille et dans la société? Je vais donner un exemple, c'est la question du consentement. La question du consentement, c'est un des principes sur lequel il y a unanimité. Le consentement, c'est la personne concernée qui doit consentir. Dans les sociétés communautaires, bien entendu, elle peut tenir compte de la vie communautaire. Mais son point de vue à elle doit primer sur tous les autres, même les enfants à partir du moment, donc les personnes que l'on considère juridiquement comme incapables de consentir. Même les enfants, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme dit qu'à partir du moment où ils sont capables de comprendre, leur point de vue doit être pris en considération. Eh bien, on continue encore, dans des tribunes aussi bien médicales que dans la pratique quotidienne, de penser que si une femme, le problème de l'avortement est un des premiers problèmes qui montre ça, si une femme doit participer à un protocole de recherche ou doit subir une intervention, elle a besoin du consentement de son mari ou de son père ou de son grand frère. Donc, par l'introduction et la mise en œuvre du principe de consentement,
on augmente l'autonomie et c'est par ricochet quelque chose qui bouscule, qui bouleverse la notion de tutelle sur les femmes qui reste encore en pratique dans certains pays. Au Maroc, fort heureusement, elle a été supprimée en 2004. La deuxième question, c'est l'usage éthique des nouvelles technologies. Je citais l'exemple tout à l'heure du diagnostic génétique préimplantatoire. Et enfin, je suis ici dans le cadre de la chaire Averroès, du programme Méditerranée. Pour revenir à Averroès, la cinquième et dernière question, c'est que finalement, quel impact est-ce que ces techniques, ces techniques biomédicales de reproduction peuvent avoir sur des rapports qui sont traditionnellement hiérarchisés? C'est des questions beaucoup plus générales. Rapport entre le sacré et le profane, le sacré étant censé être d'essence religieuse, donc immuable, et le profane qui est, par exemple, les données universelles qui sont, elles, continuellement évolutives. Les rapports traditionnellement hiérarchisés entre la religion et la science, et toutes les situations où, effectivement, la religion va faire abstraction de nouvelles données scientifiques qui viennent bouleverser un certain nombre de croyances, et en définitive, les rapports entre la foi et la raison. Pour essayer d'approcher cette ambition, comme je l'ai dit, cette ambition de travail, donc la philosophie est celle de l'esprit de l'Hymera, bien sûr. J'essaierai de travailler dans l'esprit de l'Hymera, l'esprit de dialogue, de pluridisciplinarité, et puis en continuité avec la transdisciplinarité qui, je crois, caractérise mon parcours personnellement. Et je chercherai, avec l'aide de l'Hymera, à mettre en place des partenariats locaux et nationaux, locaux je vais dire marseillais, et nationaux à l'échelle de la France ou de l'Europe, avec des experts hommes et femmes et des chercheurs hommes et femmes en anthropologie, en histoire des religions en particulier et en pensée islamique, bien entendu en bioéthique, cela va de soi, et puis aussi des partenariats internationaux, en tenant à chaque fois à ce que les experts avec lesquels on va essayer d'établir ces partenariats avec l'Hymera soient des experts qui aient aussi bien l'approche islamique de ces questions que des experts qui ont l'approche universaliste de ces questions. Et j'ai mis entre parenthèses qu'il y a, n'est-ce pas Thierry, un projet de séminaire international qui serait organisé au mois de mai 2020, le tout pour collectivement, par une démarche pluraliste, si j'ai appris quelque chose à l'UNESCO, c'est bien celle-là, par une démarche pluraliste, réfléchir à élaborer des conclusions et des perspectives. Je remercie l'Hymera et je vous remercie pour votre attention. Merci.